Bienvenue à tous et bienvenue Othman Nasrou. Bonjour. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France. Vous êtes le nouveau président de la fédération LR des Yvelines. Et vous avez été nommé porte-parole de la campagne européenne de la liste menée par François-Xavier Bellamy. Ça fait beaucoup de... Alors, directeur de campagne, mais directeur de campagne. Directeur de campagne. On ne prend la place de personne d'autre. Mais... Oui, directeur de campagne. Donc on va un peu aborder tous ces sujets. Peut-être un mot pour commencer, parce qu'on parle avec beaucoup de nostalgie de quelqu'un qui a disparu il y a 50 ans, c'est Georges Pompidou. C'était le 2 avril 1974. Alors, évidemment, vous ne l'avez pas connu, vous êtes né beaucoup plus tard, si je peux dire, mais cette nostalgie, à votre avis, c'est une nostalgie de l'époque ou c'est une nostalgie un peu politique, de la gouvernance de cette époque-là? Non, je pense que c'est une nostalgie qui dit quelque chose de notre époque, parce que Georges Pompidou incarnait, et je le dis en plus dans un département où il avait des attaches, absolument, et où on a la commémoration ce matin même à Aurevilliers. Vous avez, c'est quelqu'un qui incarnait à la fois des convictions très fortes et une forme de modernité, et qui arrivait à concilier les deux. Et je crois que ça dit aussi quelque chose de ce qu'il faut qu'on arrive à faire, singulièrement à droite, pour notre pays, c'est-à-dire à la fois avoir des convictions extrêmement fortes, des fondamentaux très solides, mais qu'on arrive à faire vivre bien en prise avec la société. Je crois que Georges Pompidou arrivait à incarner cela, et je pense que c'est une référence de ce point de vue-là pour beaucoup d'entre nous. Pour beaucoup d'entre vous, oui, c'est un souvenir, même vous qui ne l'avez pas connu, c'est un nom qui compte. C'est un nom qui compte, c'est un style, c'est une incarnation d'une gouvernance aussi. C'est aussi une incarnation de l'ascenseur social, hein, fils d'instituteur, devenu normalien, banquier, Premier ministre, président de la République, c'est vrai. Oui, et nous sommes les héritiers de toute cette histoire-là et de toutes ces personnalités-là qui ont fait beaucoup pour notre pays. Il faut maintenant qu'on essaye d'être un tout petit peu à la hauteur aussi, et c'est le travail qui nous attend désormais. Alors vous évoquiez sa maison d'Aurevilliers, on va revenir dans les Yvelines, puisque vous avez été élu largement d'ailleurs, président de la fédération LR des Yvelines, vous succédez à Pierre Bédier. C'est une fédération importante dans la structure de LR. C'est une des plus importantes, à peu près la troisième en termes de taille, de poids au sein du parti. Donc c'est une fédération importante. Et puis c'est un département évidemment qui est formidable, le département des Yvelines avec des territoires très différents. C'est une petite France, les Yvelines, et c'est formidable de pouvoir effectivement exercer cette responsabilité. Et je veux dire, à travers vous m'aviez invité avant pour en parler. Et je veux dire aujourd'hui merci à tous les adhérents des Républicains qui m'ont largement accordé leur confiance. Je veux vraiment leur dire ma reconnaissance et mon souhait de faire exactement ce pourquoi j'ai été élu et de tenir tous les engagements qui ont été pris. Alors, il y a votre prédécesseur, Pierre Bédier, qui a fait une interview dans Le Parisien, et dit il faudra que le président que vous êtes comprenne toute la diversité de notre famille politique. Oui. C'est-à-dire qu'il dit en gros, il y a trois courants, hein, le courant conservateur, le courant libéral et le courant social, et il faut pas écarter un de ces courants. Vous êtes d'accord avec ce conseil? Moi, je ne cherche à écarter personne, mais je ne crois pas que l'unité puisse se faire dans la confusion. La question, c'est qu'est-ce qui nous réunit ensemble? C'est de quoi la droite est le nom. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent plus ce que le bulletin de vote LR veut dire, singulièrement dans les Yvelines, où nous avons beaucoup reculé ces dernières années. Et donc, moi, mon sujet, c'est pas d'écarter qui que ce soit. Bien sûr qu'il y a des sensibilités différentes, et moi, j'ai toujours été dans le rassemblement. Mais le rassemblement sur la base de la clarté des convictions. Si on ne comprend pas ce qui nous unit, alors peut-être que nous n'avons plus rien à faire ensemble. Et moi, je crois à la bonne gestion de l'argent public. Je crois à notre attachement aux valeurs de la République, à la défense de la laïcité. Je crois à la réforme de l'État, à l'efficacité de l'action publique. Je crois à la sécurité, qui est aujourd'hui un des principaux points faibles du gouvernement. Je crois à la maîtrise des flux migratoires. Si on n'est pas prêt à assumer toutes ces valeurs-là, toutes ces idées-là, alors on n'est pas de droite. Et moi, je pense qu'au contraire, il faut qu'on rappelle ce que c'est qu'être de droite, bien sûr, de manière sereine, apaisée, tranquille, dans le rassemblement, sans rentrer dans les querelles de personnes qui nous ont tant affaiblis. Moi, vous n'entendrez jamais dans ma bouche la moindre pique, la moindre attaque contre qui que ce soit. Mais par contre, je suis fier d'être de droite, je n'ai pas honte d'être de droite, et je veux qu'on arrête d'avoir honte de nous-mêmes et d'assumer clairement ce que nous sommes et ce que nous voulons pour le pays. Alors on va y revenir tout à l'heure. Revenons un mot sur les Yvelines. Alors, vous l'avez dit, c'est un parti qui compte beaucoup d'élus, de conseillers municipaux, de maires, de conseillers départementaux, des sénateurs aussi, menés par Gérard Larcher.
mais plus de députés, alors qu'il y en a eu beaucoup dans ce département. Et vous disiez, quand je vous avais interrogé au moment où vous étiez candidat, il ne faut pas se contenter de ça. C'est-à-dire que si on n'est plus audible au plan national, on va perdre aussi peu à peu notre force sur les territoires. Bien sûr. Alors évidemment, on a beaucoup d'élus locaux et moi je veux vous dire à l'approche des municipales qui vont arriver très vite maintenant que je serai en tant que président de la Fédération LR aux côtés de chacun de nos maires individuellement sur tous les territoires pour les aider à regagner. Ils ont d'excellents bilans et il est important qu'ils soient confortés. Et je pense aussi qu'il y a des villes qu'on peut regagner, qui nous ont échappé. Et donc nous avons un travail important à faire. Et c'est un travail que je veux faire avec tout le monde, tous ceux qui voudront. Ça, c'est important de le dire. Mais je veux vous dire aussi qu'effectivement, les gens qui s'engagent à droite chez les Républicains, ce sont des gens qui veulent que le pays se relève et que le sujet, il n'est pas simplement un sujet d'élection locale, c'est un sujet national, parce que ce qui se passe dans nos villes aujourd'hui dépend aussi de ce que fait le gouvernement. Et je crois qu'on est à la croisée des chemins sur beaucoup de sujets. Et donc, il faut qu'on porte des convictions fortes dans le débat public. On a aujourd'hui, en ce moment, ces jours-ci, un débat sur la légalisation du cannabis. Oui. Par exemple, je prends cet exemple. Oui, puisque l'Allemagne vient de légaliser. L'Allemagne vient de légaliser, et donc il faut que nous, à droite, on ait quelque chose à dire sur le sujet. Moi, je suis totalement défavorable à la légalisation du cannabis. Je pense qu'il faut qu'on défende, parce que pour des raisons de santé ou pour des raisons de lutte contre les trafiquants? Parce que ça marche, on va pas aborder forcément ce débat, mais ça marche plutôt pour réduire le trafic, la légalisation. Alors ce débat, il est intéressant parce que, évidemment, on pourrait être en soumission intellectuelle et se contenter de vouloir être du bon côté de l'histoire en ayant une lecture un peu superficielle des choses. Et comme on voit que l'opinion publique majoritairement est pour, il y a des gens chez nous qui pourraient se contenter de se dire il vaut mieux être pour et ne pas faire de vagues. Moi, je crois l'inverse. Je crois qu'il faut qu'on assume des convictions fortes. La légalisation ne fait disparaître aucun trafic. Regardez au Canada, la moitié du cannabis qui est vendu reste du cannabis de contrebande. Elle ne fera pas disparaître les trafics parce qu'on aura des substances plus nocives qui vont se répandre, du cannabis qui sera plus chargé. Vous allez avoir un sujet de santé publique, bien sûr, c'est déjà la première cause de décrochage scolaire. On a des maladies mentales qui sont favorisées, je pense notamment à la schizophrénie, par la consommation de cannabis. Et vous allez expliquer aux parents qui nous regardent qu'on va envoyer un message de banalisation finalement de cette consommation, de cette drogue, en le légalisant. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut garder l'interdit, il faut bien sûr revoir notre politique de prévention qui est insuffisante, la répression n'est pas au rendez-vous, mais l'idée de dire on va régler le problème en légalisant, je pense que c'est l'inverse, je pense qu'on va aggraver le problème et vous verrez que dans quelques années, comme d'autres pays d'ailleurs, on pourra évaluer ce que fait l'Allemagne, je ne suis pas certain que ça aille dans la bonne direction. Oui, il faudra évaluer les expériences. En effet, il y a l'Allemagne, le Canada dont vous parliez, parce qu'il y a plusieurs légalisations possibles. Hein. Les États-Unis, c'est beaucoup plus libéral. Le Canada, c'est plutôt l'État qui gère cette légalisation. Après tout, c'est la force de l'État qui est aussi importante là-dessus, non? Dans tous les exemples de légalisation, quel que soit le modèle qui ait été retenu, vous avez une hausse de la consommation. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Ou on veut faire reculer la consommation de cannabis, et à ce moment-là, la légalisation ne va pas dans le bon sens. Il n'y a pas un seul cas de légalisation où la consommation a reculé. Chez les jeunes, c'est à mesurer, mais il y arrive aussi, je pense à l'Uruguay par exemple, où la consommation des 18-25 ans a aussi augmenté avec la légalisation. Aujourd'hui, la majorité des jeunes Canadiens consomment depuis la légalisation. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Moi je pense qu'il faut que cette substance a trop d'effets nocifs. Je pense que ça n'est pas le modèle de société qu'on veut. Je pense qu'il faut arrêter de vouloir dépenser des dizaines de millions d'euros en prévention pour une substance que par ailleurs on va légaliser. Il faut être clair. Moi je suis pour faire reculer la consommation de cannabis qui fait des ravages dans notre jeunesse, et donc je pense qu'il ne faut absolument pas aller dans cette direction qui est un message contradictoire sur le plan éducatif avec celui qu'il faut donner en réalité. Alors, on reparlera peut-être des Yvelines tout à l'heure, puisque vous parliez quand même des municipales. Je reviens à Pierre Bédier qui relance son mouvement Ensemble pour les Yvelines, alors qui regroupe des gens de LR, mais aussi des gens du Modem qui soutiennent plutôt Emmanuel Macron au plan national. Est-ce que là vous pensez que c'est quelque chose qui peut s'entendre pour la politique régionale ou départementale, ou qu'il faut être plus clair que ça, on est LR ou on est Modem, mais on n'est pas ensemble? Moi, je
pense que chacun est libre évidemment de faire ce qu'il veut. Je n'ai pas de consignes à donner ou d'exigences à avoir vis-à-vis des initiatives des uns ou des autres, mais je dis attention à la division, attention à l'archipélisation de la droite yvelinoise, attention à tout ce qui donne le sentiment que chacun essaye de tirer la couverture de son côté ou organiser une boutique de plus. Je pense qu'on a besoin de clarté. Aujourd'hui, les investitures pour les élections municipales, elles sont données par la fédération, c'est dans nos statuts, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça d'ailleurs que ça fonctionne dans tous les partis politiques. Et encore une fois, je veux le redire, moi je travaille déjà, et je serai aux côtés de chacun de nos maires pour les aider à gagner, c'est ça le sujet. C'est pas de leur compliquer la tâche, en créant des choses qui peuvent être mal comprises ou qui peuvent créer de la confusion, c'est de les aider à regagner leur ville et à les conforter. Et je crois que pour cela, on a des outils, on aura, et je l'ai dit aussi, on aura une charte aussi, on va indiquer qu'est-ce que c'est qu'être un candidat LR, qu'est-ce que c'est qu'être un maire LR. On a d'excellents bilans, il faut le montrer, qu'est-ce que c'est que d'avoir une gestion de droite, ça a du sens. Moi je crois au clivage entre la gauche et la droite. Oui, vous croyez, hein, mais oui, je pense que ce clivage il est structurant. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas d'alternance possible. Donc on a besoin d'une gauche et d'une droite. Et moi, vous l'avez compris, je suis de droite, et je n'en ai pas honte. Ce que je veux vous dire par là, c'est que tout ce qui créer le sentiment que c'est la même chose, la gauche et la droite, c'est mortifère pour le pays. C'est ce qui conduit le Rassemblement national à progresser aussi dans ce refus du clivage entre la gauche et la droite. Moi, je suis de droite et je veux que la droite assume ses valeurs et soit aux responsabilités. Dans nos villes, il faut l'aider, et au national demain, je l'espère. Et c'est dans ce sens-là que je travaillerai avec tout le monde, et puis chacun ensuite est libre de s'inscrire dans ce travail collectif ou d'avoir son initiative individuelle. Ça, c'est la liberté de chacun. Alors on va parler peut-être des sujets, mais justement sur ce principe de la droite, de fait d'assumer d'être de droite, certains parlent de droitisation, hein, même du LR, et il y a quand même des faits. Par exemple, l'UDI, qui était votre allié naturel, je peux dire, enfin, dans les élections européennes notamment, vient de rejoindre la liste de Valérie Hayet, c'est-à-dire la liste des macronistes. Vous avez une femme qui était très proche de vous, qui avait travaillé avec Nicolas Sarkozy et avec François Fillon, qui s'appelle Malika Sorel-Sutter, vient de rejoindre Jordan Bardella et le RN. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque, justement, avec cette droitisation ou cette affirmation de la droite, de se couper un peu, de se rétrécir un petit peu et peut-être d'éclater entre ceux qui seront plutôt tentés par le macronisme et ceux qui seront plutôt tentés par le RN? Vous savez, quand on veut un poste, on trouve toujours l'explication qui nous va bien. Alors, on va se dire les choses. Moi, je ne fais pas de langue de bois. Il ne faut pas confondre l'opportunisme et les vrais clivages politiques. Ça. Bah, bien sûr, Madame Sorel qui a rejoint M. Bardella il y a quelques semaines, candidatée pour être ministre de M. Macron. Donc, il faut choisir. Ouais. Moi, je vous le dis, on ne peut pas à la fois un jour être macroniste, le lendemain être contre, et le surlendemain rechanger d'avis en fonction des opportunités de carrière. C'est ça qui tue la politique. Voilà. Et moi, j'ai jamais été dans les choix faciles ou dans les choix de carrière. Voilà. Et je trouve que c'est terrible de faire de la politique les yeux rivés sur les sondages. On meurt du manque de conviction, pas de l'excès de conviction. Donc moi, la droitisation, ceux qui vous parlent de cela, ce sont souvent, d'ailleurs, ceux qui étaient sur ma droite avant et qui maintenant trouvent qu'on est trop à droite. Donc vous dites qu'il n'y a pas de droitisation, il y a une affirmation de nos convictions. Ce qu'il y a, c'est un pays qui, lui, se durcit. Et c'est un pays, on a par contre une France qui est inquiète et qui est inquiète à juste titre. Vous me parlez de droitisation au moment où on a une insécurité qui explose, où on a des flux migratoires totalement hors contrôle, où on a des déficits publics abyssaux avec un ministre de l'économie qui se disait de droite et qui s'est trompé de 20 milliards d'euros dans le calcul du déficit budgétaire. On a un pays endetté comme jamais, alors qu'on n'a jamais autant dépensé. On a un hôpital et une école publique qui s'effondrent littéralement. Et vous pensez que le sujet, c'est la droitisation des Républicains? Non, le sujet, c'est d'avoir le courage. Stratégie un peu politique. Hein, parce que, par exemple, il y a un reproche qui vous est fait aussi alors, en 2022, il n'y a pas de majorité absolue pour la majorité présidentielle. Et donc, il y avait, et c'est ce que suggérait notamment Nicolas Sarkozy, il y avait une possibilité pour le LR de négocier, peut-être de faire appliquer une partie de son programme. Vous avez préféré rester en dehors dans l'opposition plutôt que de faire une alliance avec les macronistes. Est-ce que vous n'avez pas raté une occasion qui peut-être ne se représentera plus? Mais une occasion de faire quoi? On a un président de la République d'appliquer une partie de votre programme. Encore faut-il qu'il ait envie de l'appliquer. On a un président de la République qui, dans le en même temps, qui
a des mots de droite, ensuite des actions de gauche. Il a fait des choix de politique qui ne sont pas les nôtres. Je suis désolé de vous le dire. Je viens de vous parler de la trajectoire financière du pays. Ça n'est pas la nôtre. On a eu le record des impôts, le record des déficits. On est la lanterne rouge de l'Europe. On ne peut pas souscrire à ça. En matière de sécurité, le compte n'y est pas. En matière de maîtrise des flux migratoires, on a amendé un texte. Alors, vous savez ce qu'on pourrait vous dire, quand votre mouvement était au pouvoir, il y a eu aussi des dépenses fortes. Je vais vous dire, Patrice Carmousse, moi je suis le premier à dire qu'on n'a pas toujours tout bien fait. Et si on veut regagner la confiance des Français, c'est aussi en assumant de dire, et à l'époque j'étais étudiant, donc je suis très à l'aise pour vous le dire, qu'on n'a pas toujours tout bien fait et qu'il faut qu'on fasse notre inventaire. Mais pardon, la situation du pays était bien meilleure quand la droite était aux responsabilités qu'aujourd'hui. Sur tous les plans, sur la sécurité comme sur les finances publiques. Donc on ne peut pas dire que tout se vaut. Et vous voyez, c'est ce que je reproche moi au macronisme, c'est ce sentiment que finalement plus rien n'a de sens et que tout se vaut et que, puisqu'on n'a plus de conviction, autant travailler ensemble. Moi je ne suis pas d'accord. Ce qui va dans le bon sens, on est prêt à le soutenir, mais le compte n'y est pas. Et nous n'avons pas été élus pour être la garantie électorale du président de la République. Nos députés ont été élus contre des députés de la majorité relative. Donc ils ont été élus avec un mandat qui est un mandat d'opposition. Il ne faut pas trahir la confiance des électeurs. De trahison s'ils avaient fait accord. En particulier, vu ce qui est fait depuis 7 ans. Rendez-vous compte, depuis 7 ans, 1000 milliards de dettes et des services publics qui s'effondrent. On est en droit quand même de dire que ça n'est pas la politique qu'on veut pour notre pays. Et est-ce que ça veut dire, pardon, justement, puisque vous parlez de ces déficits, et que c'est un problème important et qui tient à cœur vos élus, que le vote d'une motion de censure, on dit qu'elle pourrait avoir lieu, qu'elle est peut-être beaucoup plus probable qu'elle ne l'a été dans les mois passés, même sur les retraites ou sur l'immigration. Elle serait possible aujourd'hui ? La motion de censure, c'est l'arme de dernier recours. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a un moment où on déposerait probablement la nôtre. Je le souhaite, pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas continuer à laisser notre pays dériver comme ça. C'est l'arme de dernier recours. Donc ce qu'on a espéré jusque-là, c'est qu'il y ait un moment ou un autre une prise de conscience du président de la République de ce qu'il est en train de faire. Mais vraisemblablement, il ne se rend pas compte qu'il est en train d'entraîner le pays dans le mur, sur tous les sujets. Et donc on a essayé, en amendant des textes qui ont été ensuite censurés par le Conseil constitutionnel, je pense à la loi immigration, avec la complicité du président de la République. On a essayé de soutenir une réforme des retraites dont on a pensé qu'elle était nécessaire, et à chaque fois on constate que nous n'avançons pas parce que ce président de la République, Emmanuel Macron, ne souhaite pas avancer en réalité et ne souhaite pas mener une politique de droite. Donc je vous le dis comme je le pense, je pense qu'il y a un moment où cette motion de censure va se justifier. Et si vous la déposez, vous, elle a des chances d'être votée, peut-être, et par la NUPES et par le Rassemblement national, et donc de passer. Et dans ce cas-là, alors il y a plusieurs possibilités. Il y a soit une dissolution, soit peut-être des tractations pour avoir un nouveau gouvernement. Et là, est-ce que vous pourriez passer un accord avec la majorité relative ? Moi, je vais être clair avec vous, je vais le redire. Moi, j'ai toujours été défavorable à un accord avec Emmanuel Macron, parce que je considère que sa politique n'est pas la bonne. Donc retournons aux urnes alors. Mais c'est tout le sujet, c'est qu'il faut savoir ensuite ce qu'on est capable de proposer. Nous ne voulons pas le chaos. Nous ne voulons pas la dissolution pour la dissolution, la motion de censure simplement pour bloquer. Il faut être capable de construire autre chose. Et c'est pour cela que nous ne l'avons pas fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on va avoir des élections européennes d'ailleurs, qui sont un moment important, on va en reparler aussi pour continuer à reconstruire et une offre politique cohérente et un avenir différent pour la France en Europe. Donc ça, on va en parler. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut savoir ce qu'on fait au lendemain d'une motion de censure et qu'est-ce que nous, on est capable de proposer. Ouais. Mais je vous le réponds très clairement, moi, je suis totalement défavorable, je l'ai toujours été, à une alliance avec M. Macron parce que je considère que ces options politiques ne peuvent pas être les nôtres. Voilà, et je crois que le débat public, il a besoin de clarté. Je pense qu'il y a une autre voie entre M. Macron et le Rassemblement national, dont on a besoin, que c'est même la seule voie qui peut sortir le pays des difficultés où on est aujourd'hui. Ça suppose qu'on garde notre indépendance et qu'on trace notre sillon droit, la tête froide, la tête relevée, en arrêtant d'avoir peur de notre ombre à chaque fois. Et je pense que c'est le chemin que doit tracer la droite. Donc dans le vieux débat, ce que Max Weber appelait l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction, vous préférez l'éthique de conviction au fond. Ah totalement, oui. Je pense que, vous savez, certains disent que la fin justifie les moyens. Je pense que les moyens préfigurent toujours de la fin. Et c'est un peu ça ce que vous êtes en train de me dire. C'est que si on est prêt à s'allier avec quelqu'un qui pense l'inverse de nous, qui fait l'inverse de ce qu'on veut, c'est qu'en réalité, nous n'avons plus rien à proposer aux Français. Et or, une élection, c'est un choix. Et je ne vois pas pourquoi on est condamné
à faire des choix par défaut. Je pense qu'on peut faire des choix. Il va falloir demain qu'on fasse des choix positifs. Et je crois qu'à droite, on a autre chose à proposer que ce que propose le Rassemblement national et ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron à la tête du pays. Vous parliez des déficits, les déficits budgétaires, la dette de plus de 3 000 milliards d'euros. Ça paraît très compliqué quand même de faire des économies. Sur quel domaine vous feriez-vous des économies? Mais dans tous les domaines, il y a du gaspillage. Dans tous les domaines, il y a des doublons. Parce que c'est vrai que les gens sont pas... Non plus, on dépense beaucoup et les gens ne sont pas contents des services publics, en gros. Hein. Oui. On est dans cette situation-là. Hein. Oui. C'est la double peine où on a le record des prélèvements obligatoires. Il faut se rendre compte, on est vraiment le pays au monde où on a les impôts les plus élevés, où on dépense le plus, où on a la dette la plus élevée. Donc c'est-à-dire qu'on n'a jamais dépensé autant d'argent public et malgré tout des services qui se dégradent. Ça veut bien dire qu'il y a du gâchis, qu'il y a une bureaucratie qui monopolise trop de ressources, qu'on a besoin de simplifier le fonctionnement de l'État. L'État doit se réformer, cette fameuse réforme de l'État à laquelle le président de la République n'a jamais souscrit, n'a jamais voulu s'engager sur le chemin de la réforme de l'État. C'est-à-dire comment on fait mieux avec moins, comment on optimise un certain nombre de choses. On a des doublons partout, y compris avec les collectivités. On a des élus locaux, et on l'avait dit, on est dans un département où il y a beaucoup d'élus locaux de droite qui réclament tous de la décentralisation. Oui. Pardon, je veux dire qu'on leur fiche la paix sur bien des sujets, qu'on les laisse travailler au plus près du terrain, et souvent les collectivités sont plus efficaces. Oui. Et à côté de cela, que l'État se désengage de certaines choses que les collectivités font mieux. Et on n'arrive pas à avancer depuis 2017 sur ce sujet-là. Il y a des pistes. Il y a des pistes qui permettent de faire des économies sans dégrader le service public et même en l'améliorant. Alors après, je vous donne juste un exemple. Dans un hôpital français, il y a 30% d'emplois administratifs de plus que dans un hôpital allemand. Je suis désolé, on a besoin de plus de lits, mais on a besoin de moins de bureaux. On a besoin de plus de médecins. Et moins de gens qui contrôlent l'action des médecins ou qui font de la paperasse. Donc ça veut dire simplifier les procédures et ça dégage des économies. Et ensuite, on pourrait avoir plus de personnel soignant, mieux rémunéré, pour la même dépense publique. Et c'est ça que la droite est la seule famille politique à porter aujourd'hui. C'est ce discours-là qui consiste à dire il faut réformer pour faire des économies et rendre l'argent aux Français. Alors parlons de l'Europe, il y a certaines choses qu'il faut expliquer. Le LR, vous êtes le directeur de la campagne de François-Xavier Bellamy, de la liste qu'il conduit. La liste LR fait partie il y a des groupes au Parlement européen du PPE. Le PPE a une candidate pour la présidence de la Commission, qui est Ursula von der Leyen. Et vous qui faites partie du PPE, vous ne voulez pas qu'elle soit renouvelée à la tête de la Commission. Comment on explique ça? Alors vous allez quitter le PPE? Alors, d'abord, c'est important d'être au PPE. Et tous ceux qui vous disent... c'est le groupe le plus important de l'Europe. Et c'est celui qui a fait l'Europe, si on peut dire ça, oui. Si on peut aller vite, enfin en grande partie. Et c'est probablement le parti qui va sortir en tête de ces élections européennes, toutes les projections le disent, et c'est important qu'on ait des eurodéputés français le plus possible au sein du PPE. D'où l'importance de la liste LR conduite par François-Xavier Bellamy, parce que c'est là comme ça qu'on pèse, c'est comme ça qu'on fait passer nos idées. C'est en étant dans ce parti qui est un parti central dans l'échiquier politique européen. Alors dans un parti européen, vous ne pensez pas... on ne pense pas tous pareil, c'est normal. C'est le cas de toutes les grandes familles politiques européennes, parce que c'est des délégations qui viennent de chaque pays et les spécificités nationales sont très différentes. Donc tout le monde n'est pas d'accord au sein du PPE, mais c'est important d'y être. Tout le monde n'est pas d'accord non plus dans les autres grands partis. Vous allez rester, quelle que soit la décision du PPE sur le candidat à la Commission, vous resterez au PPE. Ce que nous pensons, c'est que Mme von der Leyen ne sera pas élue. D'ailleurs, sa désignation par le Parti populaire européen n'a pas fait l'unanimité. Nous avons 400 voix sur 485, c'est ça? Oui, non, 400 voix sur un total de 800 délégués potentiels. Donc vous avez 400 qui ont voté pour, 85 qui se sont abstenus, les autres n'ont pas participé au vote. Donc en fait, elle est élue en réalité par 49% des délégués au sein du Donc PPE. Vous avez des alliés. On a des alliés et on a mené la fronde grâce à François-Xavier Bellamy qui était le premier à dire un autre chemin est possible, nous ne voulons plus de Mme von der Leyen. Et nous continuerons à le faire et je vous le dis, elle ne sera pas élue à la tête de la Commission. Et le PPE devra à ce moment-là choisir un nouveau candidat. C'est ce qui s'est passé en 2019, je vous rappelle. Le candidat du PPE était Manfred Weber. Nous n'avons jamais soutenu Mme von der Leyen. Vous étiez pour Manfred Weber. Déjà à l'époque. Oui. Et à l'époque, il n'avait pas pu être élu parce que M. Macron préférait Mme von der Leyen. Exactement. Poussé la candidature elle n'a jamais été notre candidate. Donc là, l'histoire va se refaire, sauf que cette fois-ci, je pense que nous allons pouvoir imposer un autre candidat à la tête de la Commission. Et c'est nous qui allons pouvoir le faire parce que c'est nous qui sommes au PPE, qui sera de toute façon le parti central. Donc vous voyez, nous proposons, nous, aux Français, dans cette élection, un vote utile.
pour les électeurs de droite, un vote qui a un débouché politique, un vote qui peut réellement changer les choses. Nous participons à la désignation en direct de la tête de la Commission européenne. Et ça, aucune autre famille politique aujourd'hui ne peut le dire. Et donc vous voyez qu'on essaye de faire passer nos idées. Et le sujet dans cette élection européenne, c'est comment on défend les intérêts de la France en Europe, comment on les défend plus efficacement. C'est ce qu'a fait François-Xavier Bellamy pendant 5 ans au Parlement européen. Il a un bilan remarquable, tout le monde le reconnaît. Il faut que demain, eh bien, on lui donne l'élan, la force, le poids de défendre mieux nos intérêts encore au Parlement européen. Alors c'est justement une des questions qui se posent, c'est-à-dire que sur des thèmes très importants comme l'immigration, comme le libre-échange, comme l'écologie aussi, on a l'impression que vous avez une tendance assez souverainiste, assez nationale, de faire passer, vous l'avez dit d'ailleurs sur l'immigration, faire passer le droit national devant le droit européen par exemple. Est-ce que... et ça pose quand même des questions. Est-ce que vous êtes encore européen ? Bon, nous sommes même les seuls vrais Européens, parce que si on continue comme ça sans rien changer, on va dans le mur. Et ce sont les peuples qui ne voudront plus de l'Europe. Moi, je suis très attaché à la construction européenne. Nous pensons que nous avons besoin d'une Europe qui soit utile. Nous avons besoin d'une Europe comme un espace de mutualisation et de travail entre nations. Mais nous croyons à l'Europe des nations. Nous ne croyons pas à l'Europe fédérale, comme M. Macron. Nous ne croyons pas à une Europe qui écrase sous sa bureaucratie, sous ses normes, toutes les initiatives locales qui viennent remplacer les États dans des aspects, vous avez parlé de politique migratoire, qui ne sont pas dans les traités, qui ne sont pas une compétence européenne, qui sont mieux traités par les États. Donc il faut que chacun joue son rôle. Il y a suffisamment à faire dans les grands défis de demain. Vous savez que c'est pas plus simple si c'est l'Europe qui définit les frontières de l'Europe, que ce soit plutôt que chaque pays qui fait son droit national. Vous avez raison, l'Europe doit mieux protéger ses frontières. Oui. Et ça fait partie des sujets et sur lesquels nous n'avançons pas François-Xavier Bellamy parle même de murs possibles en Pologne, en Grèce, enfin... Contre les macronistes d'ailleurs, qui se sont opposés à ces projets de murs. Nous voulons renforcer les moyens de Frontex. Ça fait un peu Trump quand même, les murs, non? Non, je suis désolé de vous dire que l'idée que n'importe qui peut arriver n'importe quand en France et rester dans n'importe quelle condition, ça ne marchera pas et ça ne tiendra pas. Et donc... il faut au contraire se donner les moyens de protéger une frontière. Voilà. Et vous me dites vous-même que c'est le rôle de l'Europe de protéger ses frontières extérieures. C'est pour cela que nous voulons renforcer notamment le budget de Frontex. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que pour autant, seuls les pays doivent décider de qui ils veulent accueillir et qui ils doivent reconduire en fonction de leurs règles. Ça, c'est un principe. L'Europe ne peut pas tout faire, ne doit pas tout faire, ne doit pas tout remplacer. Et ça, c'est une approche réaliste de la construction européenne. Ceux qui vous disent, comme disait le général de Gaulle, l'Europe en sautant sur leur canapé, comme un cabri, je suis désolé, ça ne sert à quoi? Ça sert à quoi? Le débat, c'est pas pour ou contre l'Europe, c'est quelle Europe on veut et comment on la fait fonctionner mieux, dans l'intérêt des Européens. D'ailleurs, c'est une des thèses qui avait été défendue pendant la campagne présidentielle. Vous prenez au fond une Europe à plusieurs vitesses. C'est-à-dire qu'on prend les traités qui nous conviennent et on met le droit national quand ça ne nous convient pas. Est-ce que c'est ça être européen? Est-ce qu'être européen, c'est pas accepter justement qu'il y ait une législation européenne qui dépasse nos législations nationales? Mais ça dépend des sujets, mais M. Carmous, tous les pays le font. La Cour fédérale de Karlsruhe en Allemagne reconnaît l'identité constitutionnelle de l'Allemagne sur certains sujets. Il considère que l'Europe n'a pas son mot à dire sur certains sujets. Le Danemark, sur l'immigration, a appliqué des règles qui échappent aux jurisprudences européennes. C'est tout simplement parce que ce sujet-là n'est pas une compétence européenne. Ça dépend des sujets. On a suffisamment à faire en Europe, sur les sujets économiques, sur les grands défis de demain, sur les grands défis technologiques, sur la coopération entre nations pour qu'on les demande demain des géants européens, sur les aspects de souveraineté, pour que nous n'ayons pas besoin d'une Europe qui vienne mettre des boulets aux pieds de nos producteurs, qui vienne complexifier encore ce drame français qui est celui de la bureaucratie et de l'excès de normes. Non, nous avons besoin d'une Europe efficace et ça n'est pas être anti-européen que d'attendre de l'Europe qu'elle soit plus efficace, recentrée sur ce qui est attendu d'elle et qu'elle nous protège mieux par rapport aux grands troubles du monde. Et là, c'est un vrai projet. Et encore une fois, nous sommes les seuls à mettre en cohérence ces paroles avec les actes. Donc le débat, c'est pas pour ou contre l'Europe, c'est quelle Europe on veut. Et comment est-ce que nous, Français, nous arrivons à nous faire entendre en Europe, comme le font les Allemands. Pour cela, on a besoin d'eurodéputés sérieux, qui ont un bilan, qui nous défendent. Je vous donne juste 2 exemples sur le nucléaire. Qui a défendu le nucléaire en Europe? C'est François-Xavier Bellamy, contre les eurodéputés macronistes, qui nous parlent de nucléaire à Paris, mais qui, à Bruxelles et à Strasbourg, ont voté contre le fait que les financements européens puissent financer l'énergie nucléaire. Qui a protégé nos agriculteurs? Qui les a défendus quand ils ont voté? Et là aussi, c'est une erreur majeure. La décroissance agricole. Des normes imposées à nos producteurs qu'on n'impose pas aux produits qu'on importe. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Et on s'étonne qu'on ait une crise agricole qui, d'ailleurs, n'est pas finie là aussi.
Les eurodéputés macronistes ont voté avec la gauche ces On dispositions-là. appelle les règles miroirs. C'est vrai que c'est Ça paraît être du bon sens, c'est plus élémentaire. Oui, élémentaire. Alors, c'est pas vrai dans tous les accords. Hein. Je veux dire, l'accord qui a été rejeté avec le Canada était plutôt favorable aux agriculteurs français, me semble-t-il. Mais... Alors, nous ne sommes pas opposés à tous les accords commerciaux. Il faut voir les accords au cas par cas, il faut pas gagne. Voilà. Mais simplement, il faut que l'agriculture arrête d'être une variable d'ajustement. C'est vrai que le Mercosur, oui, c'était pour le coup... le Mercosur, la Nouvelle-Zélande... Enfin, là, tout le monde est pour le rejet du Mercosur, même le président de la République. Finalement, qui a varié sur ce sujet-là aussi, qui ne cesse de changer d'avis sur tous les sujets. Mais encore une fois, il faut regarder ce que font ces eurodéputés, ceux d'Emmanuel Macron. Ils votent... Madame Ayé, à tête de liste de Renaissance, de la liste macroniste, a dit qu'elle votait à 90% avec les socialistes au Parlement européen. C'est vrai, elle n'a pas menti. Ils mènent la même politique que la gauche au Parlement européen. Nous sommes pour un autre chemin. Ils se rejoignent assez sur la vision de l'Europe, entre Glucksmann et là, en l'occurrence, ils se sont rejoints sur la casse du nucléaire, sur la décroissance agricole, sur demain un nouvel impôt européen dont nous ne voulons pas, nous refusons que la Commission européenne, voilà un vrai sujet, puisse lever un impôt sans même l'avis des États membres. Nous sommes opposés à cela. Vous voyez, donc il y a des débats de fond dans cette élection dans lesquels on voit clairement les positions des uns et des autres. Et moi, je suis fier d'être le directeur de campagne de François-Xavier Bellamy avec la liste LR, parce que je n'ai pas honte de ce qu'ils ont voté au Parlement européen et de ce qu'ils défendent aujourd'hui. Vous disiez, oui, il y a des rapprochements entre Glucksmann et entre la liste socialiste et la liste macroniste. Il y a eu un papier dans un journal qui ne vous est pas opposé, qui est le Figaro Magazine de Gilles Vintraube, qui a cherché des différences sur l'immigration entre vous, le Rassemblement national et les zébouristes. Et il n'en a pas trouvé. Et là aussi... est-ce que c'est pas une marque de la droitisation de votre mouvement? Ben moi, j'aimerais bien que le journaliste que vous avez cité regarde quel projet du Rassemblement national en détail. Je vous le dis autrement, mais ils n'ont cessé de varier. De quel Rassemblement national vous me parlez? Il y a 4 ans, ils étaient pour le Frexit. C'était pas il y a 10 ans, hein. Il y a 4 ans, en 2020. Marine Le Pen se disait encore favorable au Frexit. Elle disait même que c'était la première chose à faire. Vous ne pouvez pas changer d'avis comme ça sur des sujets aussi importants. La sortie de l'euro, on en est où? Ils ont dit tout et leur contraire. Donc je suis désolé de vous dire, nous ne varions pas. Si vous trouvez qu'il y a des similarités ou des différences, c'est parce qu'ils disent tout et leur contraire. Mais nous sommes constants sur ce que nous n'avons jamais été pour le Frexit. Nous ne voulons pas sortir de l'Europe. Nous ne voulons pas sortir de l'euro. Nous pensons que ça protège l'épargne des Français. Et donc nous sommes cohérents. Le Rassemblement national dit tout et son contraire, et même mieux maintenant avec M. Bardella, ils ne disent plus rien. Ils font des selfies, ils font le tour des plateaux télé sans rien dire. Il faut arrêter de prendre les électeurs pour des idiots. Je sais que beaucoup de gens veulent se défouler durant cette élection, veulent sanctionner Emmanuel Macron. Ils peuvent aussi sanctionner Emmanuel Macron en votant pour des candidats sérieux qui ne disent pas tout et son contraire. Et je pense, encore une fois, à François-Xavier Bellamy. Donc je suis désolé de vous dire, nous ne disons pas la même chose. Quand il a fallu voter le budget de Frontex, le Rassemblement national n'a pas voté le budget de Frontex. Oui, si on regarde ce qu'ils ont fait, ils sont beaucoup abstenus. Ils ne sont jamais là. Mais vous pouvez même le dire. Et M. Bardella est candidat partout, il n'est présent nulle part. Il n'est pas présent au Parlement européen, il n'est pas non plus présent au Conseil régional, où il a été élu pourtant. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Donc nous défendons encore une fois des valeurs claires, un projet sérieux, et nous sommes en capacité de défendre nos intérêts en Europe, et je crois que c'est important. À quel niveau, alors c'est une question un peu politicienne, mais enfin elle est importante, vous direz que ces élections européennes ont été plutôt un succès pour vous? À quel pourcentage? Le but est de faire le meilleur score possible. Oui, mais vous avez fait 8%... 8,48 en 2019. Écoutez, j'espère qu'on fera bien davantage. D'accord, vous espérez davantage. Écoutez, moi je ne rencontre tout le temps que des électeurs, en tout cas pour ceux que je connais le mieux, des électeurs de droite, qui ne veulent pas voter pour M. Macron parce qu'ils sont déçus, qui ne veulent pas voter pour le Rassemblement national parce que c'est une impasse. Et je ne vois pas pourquoi tous ces électeurs-là, qui sont très nombreux, ne voteraient pas pour François-Xavier Bellamy qui coche toutes les cases. Mais est-ce que vous n'auriez pas dans ce cas-là intérêt à clarifier? Parce que, au gros, si on est pour l'Europe, on vote Ayer ou Luxman. Si on est contre l'Europe, on vote Rassemblement national. Et alors, pour voter LR, ce serait quoi l'argument? Je vous l'ai dit, si on veut défendre les intérêts de la France en Europe, on vote LR. Si on veut une Europe efficace, et pas une Europe qui se paye de mots, on vote François-Xavier Bellamy. Pardon, mais que le vote macroniste ou le vote Rassemblement national, ce sont deux votes qui vont bloquer l'Europe, en réalité. Les macronistes, je vous l'ai dit, ils sont responsables de toutes les crises que nous avons en Europe. Ils ont voté contre le nucléaire, contre les agriculteurs. Le Rassemblement national, un jour ils veulent sortir de l'Europe, le lendemain ils ne sont plus là pour siéger. Donc ça n'a aucun sens. Nous sommes les seuls à défendre
une Europe utile aux Français, une Europe qui permette réellement de changer leur quotidien, qui soit utile sur les sujets d'énergie, qui soit utile sur les sujets de grands défis technologiques. Et on l'a démontré dans nos votes, dans nos combats. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire valoir. Le débat, c'est pas pour ou contre l'Europe. Ça, c'est un piège. Certains veulent nous enfermer dans cette rhétorique-là qui arrange et le bloc macroniste et le bloc du Rassemblement national. Le vrai débat, c'est est-ce qu'on est encore en capacité d'être un grand pays en Europe? Et pour ça, il faut voter pour François-Xavier Bellamy. Alors, on parlait tout à l'heure d'éthique de conviction et d'éthique de responsabilité. Il y a aussi un enjeu international très fort dans cette élection européenne, puisqu'il y a la guerre en Ukraine, il y a le risque, entre guillemets, de l'élection de Trump aux États-Unis. Et donc, que l'Europe puisse jouer, doit être plus indépendante, plus forte. Là aussi, est-ce que voter LR, c'est la rendre plus forte ? Ah oui, bien sûr, parce que nous proposons par exemple que l'industrie de défense européenne soit renforcée. Vous êtes pour une défense européenne ? On est pour une industrie de défense européenne qui soit au niveau, à laquelle on passe des commandes. Mais est-ce que vous seriez pour qu'il y ait un commandement de défense européen ? Non, mais il peut y avoir de la coordination, on peut y avoir un pilier de sécurité européen au sein de l'OTAN. Mais l'idée qu'on va organiser une armée européenne, c'est une idée chimérique. Avoir une seule armée européenne, ça n'est pas vrai. Là, il faut que les États gardent aussi la main, parce qu'il y a des cultures nationales et des armées aujourd'hui qui sont installées. Puis la première, aujourd'hui, puissance militaire de l'Europe, c'est la France. Elle a un rôle important à jouer, qu'elle assume parfois à la place des autres. Donc non, il ne faut pas vouloir tout dissoudre dans l'Europe. Ça n'est pas vrai, on va dissoudre l'essentiel. Pas du tout pour l'Europe supranationale. Non, mais nous sommes pour les coopérations d'accord. Qui sont nécessaires sur le plan européen. Mais là aussi, on a M. Macron, un président de la République, qui n'arrête pas de parler de la guerre en Ukraine tout le temps, qui n'arrête pas de dire tout et son contraire. Un jour, il va envoyer des troupes au sol, le lendemain, il ne le veut plus, etc. Alors qu'en réalité, l'effort financier et militaire de la France sur cette guerre, il est insuffisant, alors que l'industrie de défense, y compris française, n'a pas été sollicitée à la hauteur de ce qu'il faut, alors que les carnets de commandes des usines qui fabriquent notamment des obus aujourd'hui sont encore vides, parce qu'il y a les mots et il y a les actes. Nous avons besoin d'une Europe qui sait se défendre, oui, et ça passe d'abord par le fait de faire en France ce qu'on essaie d'expliquer aux autres. Arrêtons de faire des leçons de morale à la terre entière et soyons exemplaires déjà chez nous, et peut-être que là on sera entendu. Dans son discours de l'Osmo, ça ma dernière question de campagne, François-Xavier Bellamy a dit, commencé son discours, on dit je vais vous parler de la France. Est-ce qu'il n'aurait pas dû dire je vais vous parler de l'Europe ? Mais vous savez, on peut parler de la France et parler de l'Europe en même temps, ce fameux en même temps. Non, mais en l'occurrence, vous voyez, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la France contre l'Europe, c'est pas vrai, c'est chacun à sa juste place. Et aujourd'hui, en France, nous souffrons de la politique qui est menée par le gouvernement. C'est la réalité. Il y a beaucoup de problèmes qui sont des problèmes franco-français. Et puis il y a des problèmes qui sont issus de certaines erreurs sur le plan européen qu'il faut corriger. Mais nous avons toujours dit que nous avions besoin de l'Europe, mais d'une Europe qu'il faut savoir réorienter. Et encore une fois, entre les fédéralistes de M. Macron et les frexiteurs de M. Bardella, il y a un chemin qui, je crois, est le chemin qui est souhaité en réalité par une majorité de Français. Et c'est pour cela qu'on va travailler dur durant cette campagne pour l'expliquer, et que derrière, ça va permettre, j'espère, à notre pays de relever aussi la tête en Europe. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre invitation.